Donc bonjour à tous. Nous sommes à nouveau réunis ce matin pour ce quatrième webinaire de cette année 2024, qui a pour thématique principale le pastoralisme. L'ordre du jour prévu, Emmanuel et Cédric nous font une introduction rapide. Nous aurons ensuite, alors on aurait dû avoir une intervention d'Yves Michelin de l'UMR Territoire de Clermont-Ferrand sur le repositionnement du pastoralisme, mais il a eu un petit souci ce matin, on va s'adapter par rapport à son absence. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience des directeurs d'exploitation et d'ateliers qui ont bien voulu nous faire l'honneur de leur présence sur l'expérimentation du pastoralisme dans l'enseignement agricole avec Alice Chazal de Rochefort-Montagne, Franck Sangoire de Mirecourt, Arnaud Cousin de Crésancy. Euh, et on aura ensuite un point avec l'Institut Agro de Florac qui nous présentera l'appui qu'ils peuvent apporter aux établissements. Alice Garnier nous fera cette présentation. Et enfin, on terminera sur une phase d'échange autour de cette thématique. Emmanuel, je te laisse la parole pour la suite. Ok. Merci Sophie. Euh, pour nous, ça nous semblait intéressant de proposer un webinaire sur le pastoralisme parce qu'on se rend compte que la thématique du pastoralisme, elle est très présente dans les exploitations de l'enseignement agricole. Alors, pas uniquement dans l'enseignement agricole, mais on l'observe, on la voit euh, donc, euh, quand on se déplace, quand on visite des exploitations. On a vu aussi, on avait organisé, il y avait un atelier, une visite, pardon, aux dernières rencontres des TEA-DAT à Carpentras, où il y avait eu des échanges là-dessus, et puis d'autres visites entre des réunions entre des DEA font état de cette thématique-là. Voilà. Alors, en fait, avec Cédric, nous, ça nous pose vraiment la question déjà du mot. Alors, on ne va pas y passer longtemps et peut-être qu'Yves Michelin nous va aider à élucider ça, mais en fait, on ne sait pas quoi utiliser comme mot parce que, bon, est-ce qu'il faut utiliser pastoralisme? Parce que si on cherche une définition, il y en a plusieurs, mais ça va être élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours. Voilà. Donc, j'aurais vu la définition, mais et ce n'est pas vraiment complètement ça qu'on va entendre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut parler d'éco-pâturage? Alors après, l'éco-pâturage, ça va être technique d'entretien, d'espace, etc. Avec bien sûr derrière, il y a des notions d'économie, bien sûr. Et là non plus, c'est pas complètement satisfaisant. Enfin, en tout cas, nous, ça nous pose vraiment des questions et on se rend aussi compte que il y a énormément d'objectifs différents derrière, certains partagés mais d'autres différents. Et il y a aussi énormément de pratiques. Alors avec Cédric, on va dire entre nous, quand on en parle, on se dit peut-être que c'est du pâturage hors de la SAU, de l'exploitation. Et que comme ça, on englobe un peu tout le monde, mais voilà, on pourrait en discuter. Ou alors de surface non destinée théoriquement au pâturage au départ, enfin voilà, à voir. Euh, Juste un tout petit encore mot pour dire que, bon, je l'ai dit, il y a beaucoup de pratiques différentes et beaucoup d'objectifs différents. Juste pour en citer quelques-uns, et vous allez le reprendre, les directeurs d'exploitation, des surfaces pour alimenter les animaux, l'entretien des milieux, c'est source de revenus, ça contribue à l'animation et au développement des territoires, au lien avec des pairs ou au lien avec des entreprises. Et ça pose aussi énormément de questions. Pour la plupart, elles sont solubles, d'organisation du travail, d'organisation spatiale, de déplacement des animaux, de surveillance, de gestion des troupeaux. Ça pose à certains endroits et dans de plus en plus d'endroits la question de la prédation. Ça pose aussi des questions réglementaires, de conventionnement et bien sûr, ça a une part dans l'équilibre financier des exploitations dans les deux sens, quoi. Voilà. Alors, juste enfin un dernier mot sur pourquoi Cédric et moi, du point de vue de l'élevage, mais je pense l'avoir déjà dit, clairement, il y a des surfaces qui contribuent pleinement à l'alimentation de certains troupeaux. Il y a aussi des missions, ça contribue à du transfert de fertilité. Ça pose la question de la gestion, voire de la réduction du parasitisme, de la charge parasitaire. Ça pose aussi la question de l'adaptation des troupeaux. J'ai cité l'allottement. Et en fait,
par rapport aux troupeaux, c'est qui s'adapte à quoi? Est-ce que il faut trouver des animaux rustiques qui s'adaptent aux surfaces? Est-ce que les surfaces vont s'adapter aux animaux? En tout cas, ça pose une vraie question sur la complémentarité élevage-surface. Cédric, peut-être tu peux dire en un mot aussi. Ouais. Euh, et ça, du coup, Emmanuel a donné l'intérêt un petit peu pour son réseau élevage de cette thématique pastorale ou pâturage hors de la SAU ou sur les espaces délaissés. Moi, du côté de la biodiversité, on se rend compte, d'un point de vue très pragmatique, que beaucoup de lycées, que ce soit côté formation ou côté exploit, trouvent du lien avec les associations naturalistes, les gestionnaires d'espaces naturels, au travers de modalités pastorales. Que ce soit pour l'entretien des espaces ouverts ou l'entretien de prébois, on sait depuis un moment maintenant que pour l'entretien des espaces ouverts, qui sont de forts enjeux naturels, écologiques, non pas que ce soit des endroits plus importants que d'autres, mais ce sont des endroits qui aujourd'hui sont en forte régression, très souvent des espaces de transition entre milieux productifs ou milieux productifs d'une autre manière forestiers, et que ces espaces-là ont pas mal de cortèges d'espèces en déclin. Et le pâturage est une modalité de gestion de ces espaces beaucoup plus intéressante que la tondeuse ou le débroussaillage, parce que ces pâturages créent de l'hétérogénéité de strates, créent de l'hétérogénéité dans la flore, et du coup maximise le nombre, si on veut, de niches écologiques. Je fais un bref raccourci parce qu'on ne va pas y passer des heures, bien entendu. Et on se rend compte aujourd'hui que dans les lycées agricoles, ce sont des choses qui intéressent, qui interpellent et qui sont étudiées. Et pas seulement en écologie, mais en zootechnie. Donc voilà pourquoi on travaille là-dessus. Je voudrais juste finir aussi sur le fait qu'on se rend compte que ces modalités pastorales sont reconnues aujourd'hui de plus en plus par la PAC, et on a des MEC qui sont sur les pâturages de prébois, qui sont sur les espaces pastoraux, et donc c'est des choses qui sont aussi pertinentes à étudier, à développer pour nos débats. Voilà, un peu confus, mais bref, à mon image. Et du coup, Alice, qui est à la tête d'une exploitation qui, depuis un certain nombre d'années, expérimente des modalités de pâturage dans un espace magnifique qu'est l'Auvergne, va nous en dire un petit peu plus, et au travers de ton exemple, après je la questionnerai pour qu'on creuse un petit peu plus ce qu'ils font à Rochefort-Montagne. À toi, Alice. Comme disait Cédric Boussouf, nous, ça fait maintenant quelques années sur l'exploitation du lycée agricole de Rochefort qu'on fait du pastoralisme entre guillemets, au sens où la plupart des gens l'entendent en chaîne des puits avec montée en estive et brebis qui pâturent des zones naturelles assez loin de toute activité humaine. On va vous en dire un peu plus. Donc, c'est une expérimentation qu'on appelle le troupeau mobile de la chaîne des puits Faille de Limagne. Et en fait, c'est un troupeau qui a trouvé son origine en 2015 suite à des observations et suite à un projet commun entre le Parc des Volcans d'Auvergne, le lycée agricole et le conseil départemental pour ce qui est la partie un petit peu plus financière, avec en fait des constats qu'en chaîne des puits de fermeture de milieu, le fait que la chaîne des puits venait de passer également UNESCO. Donc, on a eu différents objectifs qui ont été un peu donnés à ce troupeau, à savoir maintenir des espaces ouverts, ce que je vous disais avec l'UNESCO, également pallier l'absence d'éleveurs, puisqu'on a beaucoup de secteurs, et puis bon, de toute façon, la filière ovine ne va pas forcément toujours très bien en termes de nombre de repreneurs. Donc l'idée, c'est de trouver des surfaces pâturables pour pouvoir installer des éleveurs ou conforter des éleveurs déjà installés. Donc par ce biais-là, également soutenir un petit peu l'économie et l'économie agricole locale. Et puis, participer au maintien de la biodiversité. Donc là, c'est plus la partie de Cédric que Cédric nous expliquait. Donc, on va pâturer notamment des zones Natura 2000, ce qui fait qu'on a un troupeau qui n'est pas de taille assez normale sur des estives. Quand on parle d'estives, on parle souvent de 500, 1000 brebis qui vont pâturer des sites. Nous, on va être sur des sites beaucoup plus petits, d'1 hectare, 2 hectares, jusqu'à 10 hectares, mais où on va faire pâturer entre 50 et 90 brebis en fonction des années, afin de préserver aussi les enjeux Natura 2000 et certains espaces plutôt sensibles. Donc, je vous disais, un petit troupeau d'une cinquantaine de brebis qui est gardé par un berger
un berger pour 50 brebis ou 90 brebis maintenant. On va voir un petit peu sur l'évolution de ce troupeau. Ça reste un dispositif expérimental, hein, mais qui va nous permettre, par contre, d'avoir un pâturage vraiment adapté aux différents milieux qu'on va rencontrer, que ça soit à la fois la fragilité des sols, hein, puisqu'on est sur des sols volcaniques qui sont très sensibles à l'érosion. On va avoir aussi tout ce qui est fréquentation des espaces. Et ce petit troupeau nous permet de s'adapter à ces problématiques qui sont assez locales. Ça nous permet aussi de pouvoir tester de nouvelles pratiques, notamment en matière d'eau et d'abreuvement des animaux, puisqu'on est sur des zones, des sols très drainants, UNESCO, donc avec une réglementation où on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, et du coup, ça nous permet de tester différentes modalités. Et tout ça, on collecte des données, ça nous permet d'avoir des retours d'expérience et de pouvoir faire des suivis qui soient des suivis faune-flore, des suivis biodiversité, puis des suivis zootechniques aussi. Donc, si on refait un rapide historique de ce troupeau, il a attaqué en 2015, je vous disais, début des essais. On pâturait à l'époque un seul puits avec une cinquantaine de brebis. Entre 2015 et 2019, on avait toujours nos 50 brebis qui pâturaient un puits, puis après qui sont partis sur plusieurs puits, 2, 3, puis 4 puits, avec une gestion du pâturage plutôt au filet. C'est-à-dire qu'on parquait les brebis pour avoir des impacts, notamment sur ce qui est, euh, invasion de la fougère et du coup maintien de milieux ouverts. Donc pour éviter la fermeture de ces milieux-là, on parquait les brebis sur des zones assez restreintes pour forcer le piétinement, pour avoir un impact sur certaines espèces comme les fougères. Et à partir de 2019 jusqu'en 2024, on est passé plutôt à une gestion gardiennage avec un berger et chien, plus des parcs de nuit ou de chaume, ce qui nous permettait d'avoir une gestion plus poussée sur à la fois donc un impact sur le piétinement des brebis, sur ce qui est parc de chaume, parc de nuit ou parc de week-end, mais également de pouvoir aller pâturer des zones plus sensibles où le berger reste la journée avec son troupeau et peut envoyer le chien pour éviter surpâturage de certaines pelouses un peu sensibles ou autres. Et donc actuellement, on pâture plus de 6 puits et on est sur 7 sites au total sur la saison 2024 et on a 90 brebis qui sont montées en estive. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce troupeau n'est pas figé et qu'on le fait évoluer en fonction des besoins de la profession agricole, des besoins en termes de biodiversité pour ce qui est du parc des volcans d'Auvergne. C'est des choses qu'on re-questionne annuellement, du coup, au bout de chaque saison. Alors, c'est bien beau tout ça, mais quels sont vraiment les atouts pour l'EPL? Je dis bien l'EPL et pas que l'exploitation, puisque vous verrez qu'on a également des atouts qui vont servir à l'EPL et pas que à l'exploit. Donc, moi, le premier atout que j'y vois en tant que DEA, c'est le déchargement des pâtures, c'est-à-dire que ça nous a permis d'augmenter la surface de fauche et ça nous a permis d'avoir un gain d'autonomie alimentaire sur l'exploitation, ce qui nous a permis d'avoir maintenant, on est 100% en autonomie fourragère, même en année de sécheresse. Donc voilà, depuis 2020, on n'a pas eu à acheter une seule fois du fourrage, malgré l'augmentation de notre nombre d'UGB sur la ferme, mais pas de nos surfaces pâturables. Donc c'est très intéressant pour nous, ce gain d'autonomie alimentaire. Pour l'exploitation aussi, je vais vous faire tous les points verts. Tous les points en vert, c'est pour l'exploitation et d'un point de vue vraiment production. Donc vous avez ce qui est nouveau, l'émargement a deux types de MAEC à la PAC, donc maintien des milieux ouverts et amélioration de la gestion des surfaces herbagères et pastorales par le pâturage. Donc là, j'ai émargé à cette PAC-là cette année, ce qui va me permettre de récupérer à minima 1 500 €, maxima 2 500 €. Ça dépend comment la DDT est d'accord avec moi sur la délimitation des zones pâturées ou non. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau en 2024 et qui va permettre aussi d'avoir un aspect financier non négligeable sur ce pâturage-là. On participe également à la reconquête pastorale et donc ça va nous permettre d'accroître notre résilience au changement climatique, encore une fois, par l'acquisition de nouvelles ressources
et de nouvelles surfaces pâturables. Voilà, on gagne en adaptabilité, en polyvalence et avec des brebis qui sont déjà habituées à ne manger pas que de l'herbe, mais bien aussi des ressources un peu plus ligneuses et un peu différentes. Ça améliore aussi notre bilan carbone. C'est assez intéressant parce qu'on travaille beaucoup sur cette thématique à Rochefort. Donc, c'est aussi un point qui est non négligeable. Ça nous améliore notre cap de ZER. Et on n'a pas de référence zootechnique, on n'a pas de différence pardon, de résultats zootechniques entre les brebis qui sont en transhumance et le reste du troupeau. Si ça vous intéresse, on y reviendra dans les questions. Mais notre troupeau, on arrive à scinder en deux. Donc, des brebis qui restent à la transhumance et le reste du troupeau qui sont dans le même lot d'agnelage, qui ont le même stade physiologique. Enfin voilà, c'est deux lots un peu comparables. Ça nous permet d'avoir entre guillemets un groupe test et un groupe témoin. Pour ce qui est des autres atouts pour le PL et pour l'exploitation, mais moins en lien avec la production, bah, c'est déjà, ça nous permet de réaliser notre mission animation développement du territoire, puisqu'on a un partenariat solide pour le PL avec le parc des volcans d'Auvergne. Je vous ai noté PNRVA, Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui n'est pas un petit partenaire pour un petit EPL comme nous, ce qui nous permet de développer des chantiers écoles derrière pour nos formations, qui nous permet de voir plus loin en fait que ce simple troupeau. C'est pas rien d'avoir un parc qui participe à nos conseils d'exploitation et d'administration. C'est quelque chose qui est vraiment à souligner pour nous. On a également une reconnaissance de notre compétence pastorale sur le territoire. Hein. C'est vrai que sur le territoire et au-delà, hein, ce qui permet ma présence au webinaire aussi aujourd'hui. Voilà, en termes de pastoralisme, le lycée de Rochefort est quand même reconnu. Certes, pas un pastoralisme comme les Alpages ou les Pyrénées, mais un pastoralisme en zone massif centrale avec des enjeux un peu différents, un peu spécifiques, qui fait qu'on peut avoir des références là-dessus et qu'on a une reconnaissance. C'est également voilà, un support expérimental sur la gestion des ressources pastorales et sur des petits troupeaux transhumants. Donc là, on est vraiment sur l'expérimentation avec de la collecte de données, de l'analyse de données, tout ça. Et un autre avantage, je vous disais, on a un petit effectif, donc ça va nous permettre d'avoir une gestion très fine de ce qu'on peut tester. Voilà, tout ce qui est gestion antiparasitaire, tout ce qui est gestion sanitaire, tout ce qui est gestion. Bon, voilà, au niveau expérimental, le fait d'avoir un petit effectif, on note tout. Il y a peu de choses qui passent à la trappe et ça nous permet d'avoir des données assez fines. D'un point de vue après purement pédagogique, c'est un troupeau qui sert de support tous les ans pour nos BTS GPN puisqu'ils ont un 1000 pasto. Donc, c'est leur premier support en fait pédagogique et ils viennent voir le berger et le troupeau plusieurs fois dans la saison, participer aux transhumances entre les différents sites. Voilà. Donc, nos BTS GPN sont très, très impliqués dans ce troupeau-là et les autres formations aussi, un peu moins, mais ils viennent en découverte du milieu pastoral, que ce soit les filières STAV ou les filières CGEA. Ils viennent également à la rencontre du berger et du troupeau pastoral. Et enfin, ça reste un support de communication pour le recrutement et aussi notamment pour nos BTS GPN. Voilà pour ce qui est un petit peu des atouts. Je vais vous parler aussi des contraintes qui ne sont pas des moindres, hein, puisque c'est un troupeau de 90 brebis, donc un petit effectif, mais qui prend énormément de temps, notamment pour le DEA. Voilà, le berger, je n'ai pas le droit de le faire travailler 24 heures sur 24, donc il y a des astreintes de week-end où le DEA vient faire ce remplacement, puisqu'on est sur des sites différents, donc on a des temps de déplacement entre chaque site assez important et je ne peux pas mettre un salarié dessus parce que je n'arriverai pas à valoriser ce temps, enfin, ce temps de travail-là. Donc, c'est le DEA qui fait ces astreintes. Également, pour tout ce qui est transfert entre chaque site, hein, souvent le berger, bien qu'autonome, a besoin d'un coup de main. Donc, pareil, c'est souvent voilà, soit le responsable de troupeau au vin, soit le DEA qui vient l'aider. Pour ce qui est transhumance aussi, pour la gestion administrative du berger, puisque le berger, son poste est porté par le lycée. Donc, il faut réaliser le recrutement, faire les fiches, faire les contrats, faire les salaires, faire les plannings. Voilà, donc toute la gestion d'un salarié hein, qui reste à la charge de l'EPL. Et également la gestion des médias, parce que j'aurais pu le mettre dans un autre point d'ailleurs,
Mais un des gros points de notre troupeau mobile, c'est qu'il sert aussi d'attraction pour les médias afin de décharger les autres bergers du Massif central et du 63 de toute cette pression médiatique qui est assez forte. Donc, on recrute un berger avec un profil atypique, ce que je vous disais. Moi, je ne recrute pas un berger qui aime être tout seul et garder ses brebis. Je recrute un berger qui aime répondre aux jeunes, répondre aux médias, qui accepte de passer devant les caméras, qui sait parler aux jeunes, aux médias, qui sait parler aux touristes, parce qu'on a beaucoup de conflits d'usage, puisqu'on est en zone très touristique, mais j'y reviendrai. Euh, voilà, on a un berger qui est un communicant, qui est presque un animateur nature. Et d'ailleurs, bah, j'ai souvent des profils de BTS GPN qui deviennent bergers, qui se forment après en pastoralisme. Donc ça demande quand même, c'est des contraintes qui sont assez importantes. Et donc bah, la gestion des médias revient aussi beaucoup au DEA, puisque là, par exemple, on a pu passer sur TF1, France 3. Cette année, on a Arte qui vient faire un reportage. On a eu TV5 Monde, on a eu Radio-Canada, enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. On a eu l'AFP qui est venu. C'est pas les attraits médiatiques qui sortent, ce qui me permet de vous présenter des belles photos comme à côté d'ailleurs. Euh, on les récupère comme ça. Autre contrainte, donc je vous disais, le recrutement, la pérennisation d'un berger avec ce profil atypique, donc ce profil dont je viens de vous parler, il faut le trouver et puis surtout, il faut le pérenniser parce qu'un berger, il a vite tendance à s'ennuyer avec 90 brebis et j'ai du mal à avoir un berger qui a plusieurs chiens de travail souvent et il se dit, bah, mes chiens s'ennuient. Donc, la plupart du temps, j'ai des bergers qui font une saison, 2 saisons, mais rarement plus. Donc, c'est du travail. Enfin, voilà, on n'arrive pas à pérenniser. Il faut à chaque fois les accompagner, les amener sur chaque site. Donc, c'est une grosse contrainte. On est également en zone touristique. Donc, c'est-à-dire que on a sur certains sites, sur le site de Vichâtel, on peut avoir plus de 22 000 visiteurs en 4 mois. Donc, ça veut dire un berger qui est capable de parler aux gens, qui est capable d'expliquer, qui est capable de faire preuve de pédagogie. On a souvent des problèmes d'incivilité, de gens qui veulent faire des selfies avec les brebis, qui viennent déranger les brebis à la chaume, de chiens, parce qu'on a quelques parcelles qui sont clôturées. Donc les gens te disent, enfin les gens elles disent, bah oui, mais c'est très bien pour lâcher Kiki, parce qu'il ne peut pas s'en aller, c'est tout clôturé. Bah oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas des clôtures pour Kiki, c'est des clôtures pour les brebis. Donc pas mal de problèmes d'incivilité. Une gestion zootechnique qui est assez particulière parce qu'on a besoin de répondre aux exigences de l'estive. Nous, dans le troupeau, on fait que du croisement terminal à l'heure actuelle. On fait que de la F1 avec soit de la vente d'agneaux de boucherie, soit de la vente d'agnelles de reproduction, mais croisés F1. Et le problème, c'est que mes béliers bouchers, ils ont de race bouchère, ils ont souvent du mal à suivre en estive. Donc, je suis obligée de faire des choix. Je vais peut-être faire mon renouvellement, acheter des béliers Rava là-dessus. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous questionne pour pouvoir garantir de fournir 90 brebis à l'estive. Et enfin, la plus grosse contrainte, c'est la fragilité économique et la crédibilité face à la profession. Je vous regroupe ces 2 points, puisque voilà, on est sur un modèle économique qui vit de subventions, qui est non viable, qui ne rapporte pas d'argent, hors les MAEC dont on a parlé avant, à l'exploitation. Je n'arrive pas à faire financer encore de choses pour qu'on soit excédentaire sur ce troupeau-là. On est à l'équilibre. Voilà, le salaire du berger est remboursé, le temps de travail est un peu remboursé, les frais de GNR pour amener les brebis à droite à gauche sont remboursés, mais on n'est pas excédentaire. Donc, c'est à mon sens quelque chose qui fait une fragilité de ce troupeau-là à l'avenir. Ah, alors attendez, je n'arrive pas à changer de diapo. Ah, voilà. Voilà un petit peu. Donc, on a néanmoins des perspectives, hein, notamment sur cette saison 2024 qui débute tout juste pour nous. Donc, on continue un petit peu ce qui a été mis en place en 2023. Donc, suivre l'état sanitaire des brebis, suivi des milieux pâturés. On veut aller plus loin dans toutes les données qu'on peut récolter pour pouvoir vraiment faire une approche presque scientifique et non plus empirique sur ce qu'on réalise. Voilà, réaliser un diagnostic du potentiel fourrager des différents sites. On voudrait être encore plus fin pour tout ce qui est gestion du pâturage et du chargement. Voilà.
voilà, on voudrait vraiment acquérir des données dans plein de choses là. Donc, c'est aussi à la demande du parc, hein, donc c'est eux qui réalisent une bonne partie de ces mesures-là. Le but premier de ce troupeau, c'est en effet de rendre des zones pâturées à des éleveurs. Donc, on voudrait vraiment trouver des éleveurs qui pourraient reprendre le pâturage de jumes et de coquilles qui sont qu'on pâture depuis quelques années et qui seraient facilement, en fait, transmissibles à à un éleveur lambda qui voudrait les pâturer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On réfléchit aussi beaucoup à des problèmes techniques plus pratico-pratiques comme la gestion de l'eau, à savoir est-ce qu'on descend les brebis au pied du puits, est-ce qu'on essaye de trouver un moyen de monter l'eau en haut des puits, sachant qu'on ne peut pas y monter en véhicule. Donc voilà, on essaye, on réfléchit sur ces questions-là. Je vous parlais de la réflexion autour de la gestion des béliers, de la conduite vraiment de ces brebis-là. Est-ce qu'on fait notre renouvellement sur notre troupeau mobile? Oui, mais comment on fait pour avoir un troupeau, mixer les âges? Parce qu'on a besoin que nos vieilles brebis qui sont déjà parties en estive éduquent nos jeunes sur comment manger, déjeuner, comment manger du ligneux, comment manger de la calune et tout ça. Donc, on a ces réflexions. Et puis, bah, la mise en place d'un chien de protection, on est en zone où le loup est en train de s'établir. On réfléchit aussi à la mise en place d'un chien de protection avec ce que je vous disais, les problématiques de tourisme qui sont très, très présentes. Donc, voilà, pour l'instant, on botte en touche, mais on sait qu'un jour, il va falloir qu'on y passe. Donc, on réfléchit à tout ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur notre troupeau mobile qui est du pastoralisme, mais du pastoralisme pas tout à fait comme on l'entend et comme on le voit dans les films ou dans les reportages, avec ici, vous voyez donc la périphérie. On est en zone périurbaine, on attaque en zone périurbaine et on reste en zone, certes sensible, Natura 2000, chaîne des puits, UNESCO, mais aussi en zone périurbaine. Voilà pour moi. Ok, merci Alice. Bon, sur la photo, on voit quand même que la ligne d'horizon est bien penchée, donc on imagine que si on remet la ligne d'horizon en horizon, c'est quand même des brebis qui montent bien. Elles sont pas à plat là. Ah, mais tout à fait. Nous, on descend en estime, mais dans des zones quand même avec du dénivelé. C'est pour ça que nos raras sont bien adaptés et sont bien musclés. Merci Alice. Bon, on aura un temps de questionnement tout à l'heure. Du coup, Oui, Emmanuel, Ok. On va, donc on a sollicité Franck Sangoire et Arnaud Cousin pour amener des approches différentes, hein, complémentaires. Donc, on va faire un petit jeu de questions-réponses. Donc, euh, tout d'abord, donc Franck, si tu peux présenter rapidement, enfin te présenter, hein, dire parle et présenter rapidement le système et quelle place, quel type de pastoralisme, d'éco-pâturage, je ne sais pas comment on va dire, comment toi tu dis, quelle place ce type de pâturage, ce type de pratique dans le système américain. Et après, même question pour Arnaud. Oui, bonjour. Donc, on est sur une exploitation nous d'élevage, donc qui comprend des ruminants, environ 230 bovins et 450 brebis. Et à côté, donc, on a du porc plein air et de la volaille plein air. Alors, pour ce qui est des ruminants et de la gestion des surfaces, et notamment plus particulièrement les moutons, donc, les moutons sont en plein air intégral, ce qui implique du pastoralisme toute l'année, hein, puisqu'au final, elles sont chez nous réellement que 1 ou 2 mois sur l'année, puisque l'hiver, on fait du pâturage hivernal chez nos voisins, éleveurs ou céréaliers. Et l'été, donc, elles montent en estive dans les Hauts-de-Vosges avec une cinquantaine de génisses. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 1er mai, on a 250 brebis plus agneaux et 50 génisses qui vont monter, qui montent pâturer dans les Hauts-de-Vosges. Donc, pour nous, c'est une centaine de kilomètres. Donc, c'est un transport en semi-remorque et du coup, la nécessité d'avoir un berger sur place ou pas, puisque pendant de nombreuses années, c'est certains salariés d'exploitation qui montaient régulièrement là-haut. Donc,
Les Hauts-de-Vosges, bah, c'est une montagne humide. On intervient sur à peu près 150 hectares. Et ce, depuis 1992. Donc, c'est vieux pour nous. L'ambition de départ, c'était de réouvrir des paysages autour de villes et villages, puisqu'on a une forte déprise agricole depuis pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, hein, dans les Hauts-de-Vosges. Donc, c'était un pays de marquaires, donc c'est-à-dire d'éleveurs de bovins avec de la transformation fromagère sur place. Il n'y avait pas de tradition de mouton. Le mouton arrivait dans les années 60 pour reprendre la place des bovins qui n'étaient pas renouvelés, puisqu'on a, étant donné la difficulté du terrain et la non mise en place d'un fromage protégé AOC, puisque la zone Münster, hein, qui est le fromage qui a été produit là-haut, n'a pas été tellement protégé, surtout le cahier des charges ne protège pas la production fermière, ce qui fait que très vite, la production laitière a été abandonnée sur ces secteurs-là. Un petit peu de mouton a été mis en place dans un premier temps, et puis dans les années de 1990, puisque ça reposait beaucoup sur la double activité, les doubles actifs avaient bien assez, hein, socialement, de leur travail en usine, et ont abandonné petit à petit des petits troupeaux qui entretenaient le paysage. Donc à cette époque-là, nous, on était à l'étroit en plaine, et on avait décidé de façon expérimentale de réouvrir des paysages et de faire le pari que les moutons arriveraient à maintenir ces paysages ouverts, alors selon des schémas hein, de pâturage tournant à la semaine, donc qui étaient d'abord au filet, puis aujourd'hui en clôture électrique, avec association ou pas des bovins ou des secteurs à bovins, qui fait qu'aujourd'hui, on a entretenu près de 250 hectares et on a réussi quand même à en céder les premières années une centaine d'hectares à des agriculteurs lors d'installations, 2 installations. Et puis petit à petit, il y a de moins en moins de candidats à l'installation. Et là, on est plutôt en train d'essayer de maintenir ouvert ce qu'on nous a donné, voire de reprendre des surfaces qui sont abandonnées par les agriculteurs, parce que on a toujours une déprise agricole qui continue. Alors, pour nous, l'impact, c'est surtout une sécurité fourragère. En gros, les Hauts-de-Vosges, c'est à peu près le double de pluviométrie que nous en plaine. Donc, ça nous a bien aidé ces dernières années parce que c'est une ressource. On manque quasi, pour le moment, encore pas d'herbe là-haut. Et même si ça se tend, d'ailleurs, plus pour l'eau d'abreuvement que pour l'herbe, on arrive toujours à s'en sortir, ce qui n'est pas le cas en plaine, hein, où on subit quand même des sécheresses importantes. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous, c'est un point important dans l'équilibre du bilan carboné, donc Cap 2R, puisque c'est des surfaces sylvopastorales où il y a énormément d'arbres. Donc, au final, ça nous amène presque à zéro, nous, le bilan carbone, grâce aux compensations de carbone qui sont réalisées sur ces secteurs-là, hein, 150 hectares avec plein d'arbres. C'est évident que ça capte beaucoup de carbone. Nous, ça nous permet de bénéficier de l'ICHN, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est presque 1500 à 2000 hectares, 2000 euros qui sont permis grâce à ces surfaces qui sont en zone de montagne, alors qu'en plaine, on est en zone défavorisée simple. Et je pense que ça a aussi un impact sanitaire positif, parce que d'une part, on a une rupture parasitaire importante, puisque là-haut, on n'y est au moins pas 6 mois à 7 mois de l'année. Donc, il y a un nettoyage parasitaire qui se réalise. Et surtout, on est en zone acide avec une flore qui est complètement différente de la zone plaine où on est en zone calcaire. Donc, on a des pH plutôt de 7 en plaine et là-haut, plutôt des pH de 5,5. Donc, on a vraiment une flore qui est complètement différente, qui fait que ça va nous amener, notamment en termes de carence oligo, ça va nous amener un plus par la nature de la végétation et donc les oligo-éléments qu'elles vont trouver en montagne qu'elles ne trouvent pas forcément en plaine. Alors, le vrai bémol, c'est social. Comme ça vient d'être dit, c'est hyper compliqué de trouver un berger qui veuille rester sur ces secteurs-là. En plus, on est à la limite d'un temps plein, quoi, avec 250 brebis plus agneaux et 50 génisses. C'est un peu moins de 35 heures. Alors, donc, du coup, c'est un peu juste. Bon, et puis, me faire des allers-retours, c'est une galère sociale terrible, quoi, parce que personne n'a trop envie de le faire. On perd beaucoup de temps sur la route, et puis c'est un bouffe gasoil. On imagine bien qu'il vient à l'encontre
de l'objectif du bilan carbone. Donc, c'est un vrai souci. On n'est pas dans une zone où il y a un marché du berger, puisque il n'y a pas de tradition de berger. Puis en plus, on n'est pas sur un vrai boulot de berger, puisqu'on ne garde pas. On est bien sur des parcs électriques qu'il faut débroussailler. Hein. Donc, c'est plus un boulot de cantonnier finalement que berger. Et néanmoins, il faut quand même être au moins 2 ou 3 pour déplacer les troupeaux. Donc, ouais, c'est un peu un rôle bâtard. Et les bergers des Alpes, enfin du Sud, ne sont pas trop intéressés par ce type de boulot. Et ici, on n'a pas de vrais éleveurs. On a des gens pour débroussailler, mais pas des vrais éleveurs. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, de plus en plus, on a la pression de la population, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que bah, les gens ne supportent plus rien. Quoi, hein. Donc, une brebis sur la route, c'est la fin du monde. Un jardin, parce que bah, on est plus dans la protection des jardins contre bah, les cervidés et nos moutons. Et donc, dès qu'il y a un jardin qui est un petit peu piétiné ou mangé, bon, c'est pareil, c'est la fin du monde. Les gens ne comprennent pas ou n'imaginent pas l'impact que ce troupeau a sur leur environnement proche et surtout n'imaginent pas le boulot que ça représente. Donc, c'est des fois un peu tendu et il n'y a bien que plus que les élus maintenant qui nous soutiennent et qui sont conscients du travail et de ce que ça coûte. Après, économiquement, bah, c'est pas un gouffre, mais c'est pas équilibrable. Hein. C'est très clairement. La ressource fourragère apportée donc ne compense tout juste les frais de semi-remorque et le travail supplémentaire qu'on n'aurait pas en pleine pour garder. Donc aujourd'hui, on le fait parce qu'on le veut bien. Et puis, zootechniquement, bon, c'est à peu près 20% de croissance en moins que des conditions de plaine. Donc, c'est malgré tout du retard de croissance, des agneaux un peu moins gros, des génisses un peu moins grosses. Donc, l'un dans l'autre, zootechniquement, c'est plutôt négatif, même si je vous disais que nous, ça nous permet aussi de limiter les traitements antiparasitaires. Ça reste quand même pas merveilleux d'un point de vue zootechnique. Alors, pédagogiquement, ben, c'est assez moyen aussi parce que ça, on est les seuls à le faire. C'est vraiment pas la mouvance actuelle, même si sur le papier, moi, je trouve ça quand même complètement intéressant de libérer des surfaces en plaine qui peuvent être même des surfaces qui produisaient du maïs ou qui pourraient être destinées à l'alimentation humaine, parce que clairement, voilà, les animaux, même les moutons en plaine des Vosges, sont beaucoup élevés avec des céréales et du maïs. Donc, on pourrait imaginer que les envoyer beaucoup plus dans les Hauts-de-Vosges pour euh, réouvrir les Hauts-de-Vosges, c'est sur le papier quand même très cohérent. Des animaux qui mangeraient de l'herbe dans les Hauts-de-Vosges, donc qui libéraient des surfaces labourables ou permettant de faire des fourrages en plaine, c'est quand même très cohérent, mais ce n'est pas du tout la mouvance sociale des éleveurs de plaine, parce que c'est trop complexe techniquement et socialement, et que voilà, faire du pâturage tournant dans des zones très difficiles, en 2 ou 3 fils électriques, où c'est jamais très facile d'avoir un zéro fuite des animaux, c'est aujourd'hui pas du tout vendeur, sauf s'il y avait une participation financière qui ne serait pas grand-chose d'ailleurs, hein, qui serait un petit plus à l'hectare. Nous, on l'avait vu, hein, il manque juste 150 à 200 euros de l'hectare, ce qui est au regard de ce que touchent certains céréaliers, quoi. Pour que ces systèmes-là soient viables et qu'on ait un peu moins de pression financière et qu'on puisse payer un berger un peu plus que le SMIG, et puis avoir des vrais techniciens avec des bons chiens, etc. etc. Donc voilà, si d'un côté, sur le papier, je trouve ça merveilleux et voir ces surfaces ouvertes, voir ces troupeaux qui se déplacent, voir l'impact sur la flore, sur la biodiversité, c'est une vraie satisfaction. Par contre, la pression psychologique derrière, elle gâche vite tout, les, tout ce qu'on pourrait apprécier autrement. Ok, Merci. Du coup, merci. pour Arnaud, si tu peux aussi présenter ton système et du coup la place de ce type de pâturage dans ton système. Oui, donc ici à Crésancy, pour passer le portrait rapidement global de l'exploitation, donc c'est 240 hectares de SAU et donc avec 160 hectares de grandes cultures, 40 vaches laitières et un troupeau historique mouton de 300 brebis Île-de-France.
C'est pas sur ces brebis en fait que l'éco-pâturage a été mis en place, puisqu'en fait c'est un système dans le système qui a été développé il y a quelques années, puisqu'il y avait une demande au niveau local sur notamment des abords de zones industrielles où souvent il y a un périmètre tout autour avec pas forcément de la bonne terre parce que c'est là où il y a du terrassement ou autre, ou un peu en pente parce qu'on a quelques petites montagnes comparées à ce que j'ai entendu tout à l'heure chez nous. Et donc il y avait une demande pour occuper cet espace-là qui était soit entretenu mécaniquement ou très peu entretenu. Et puis aussi un peu pour ces entreprises qui sont des grandes entreprises locales qui avaient envie de verdir leur image et de mettre en avant d'avoir des moutons autour. Donc il y avait cette demande d'occuper cet espace. Ça a été tenté avec les Îles-de-France, mais les Îles-de-France sont, en tout cas les nôtres, il y a plusieurs voies dans l'Île-de-France, mais nous, on a plutôt une voie bergerie et très peu de pâturage. En tout cas, on n'a pas non plus les surfaces suffisantes en pâture pour les moutons. Donc, ça a été tenté, mais sans grand succès parce que les animaux n'avaient pas forcément ce qu'il leur fallait. Donc, on avait des brebis qui n'étaient pas forcément en état. On a essayé de mettre des agnelles, mais des problèmes de repro. C'était pas un échec, mais en tout cas pas concluant. Donc, parce qu'on voulait pas non plus, comme j'entendais tout à l'heure, il y a des retards de croissance, mais ça, c'était pas, ça n'avait pas forcément été accepté ici et puis avec cette génétique-là. Donc a été développé un autre atelier mouton avec des Sologno, une race beaucoup plus rustique, qui a été délocalisée et mise ici, puisqu'il n'y en avait pas du tout dans le coin. Et mise en place de ce type d'animaux, donc très, très, très rustiques et qui font bien le job. La seule chose, c'est que ces animaux-là, en termes de production, c'est bien inférieur aux Îles-de-France ou autres. Et donc, c'était économiquement pas rentable de les avoir l'été sur des abords de zones industrielles et puis l'hiver en bergerie. Et donc, il y avait parallèlement une demande dans les vignes, puisqu'on est en plein milieu de l'appellation Champagne, et une demande dans les vignes, notamment avec une grande maison de Champagne, Moët et Chandon, qui souhaitait également verdir aussi son image, et une demande pour pouvoir mettre les animaux donc en période hivernale, donc après vendange, donc on est sur du octobre jusqu'à la reprise de végétation, donc courant mars. Et donc, on a mis en place cet éco-pâturage sur les vignes. Donc, ça veut dire c'était très complémentaire de la partie zone industrielle, puisque l'été, elles sont sur des abords de zone industrielle, et puis l'hiver, on les met dans les vignes. Donc, ça permet de les avoir jamais en bergerie. Et peut-être la particularité du système, c'est que on se fait payer pour mettre les animaux sur sa surface-là. Et c'est des sommes qui sont assez conséquentes, hein, et donc que ce soit pour les zones industrielles ou pour les vignes. Et donc la rémunération, elle n'est pas du produit de la vente des agneaux ou brebis de réforme, que l'on a quand même, mais le choix de la Sologno ne va pas de ce sens-là. Il est pleinement dans le fait de se faire rémunérer pour mettre les animaux. Donc pour ce qui est de mettre sur les abords de zones industrielles, c'est très facile. En général, c'est clos tout autour. Il y a juste à quelques clôtures à remettre entre les bâtiments et pour pouvoir en faire une pâture. Donc ça, c'est très facile. Par contre, quand on arrive sur la partie vigne, là, c'est déjà plus compliqué puisque il faut installer des filets. Donc, c'était une nouvelle activité qu'il a fallu mettre en place. Alors, au début, c'était pas des filets, c'était des fils. C'était 2 à 3 fils électriques qui étaient mis parce que les filets un peu compliqués dans des pentes, dans des endroits un peu exigus ou autres. Au bout de quelques campagnes et de nombreuses heures, appels à n'importe quel moment ou autre d'animaux sauvés, on est repassé au filet, donc filet électrifié. Donc ça fonctionne mieux. C'est pas parfait, mais en tout cas, on a beaucoup moins d'échappées. Donc voilà, donc nous, sur la partie Sologno, on a 80 brebis qu'on divise en deux troupes de 40. Et voilà, ces 2 troupes vont tourner
sur plusieurs zones d'abord industrielles l'été et sur différentes surfaces de vignes l'hiver. Alors, sur les surfaces de vignes, on est sur des petites surfaces. On va être des fois sur des demi-hectares, 1 hectare, 3 hectares, 4 hectares. Donc, en fait, on est toujours en train de faire tourner nos animaux. Et donc, il faut toujours avoir un parc d'avance. C'est un peu ça, c'est une des difficultés. C'est qu'il faut toujours anticiper, aller chercher le parc suivant. Et parce que des fois, on a des parcelles de vignes qui font qu'un demi-hectare. Donc, le client veut qu'on l'on mette, c'est vrai que puisqu'il nous rémunère, on prend ce demi-hectare. Mais par exemple, quand vous avez des 2 ou 3 jours de week-end, il faut anticiper, savoir d'avoir la bonne surface pour que ça tienne pendant 2 jours. Puisque si vous mettez 40 brebis sur un demi-hectare, c'est très vite bâclé. Donc voilà, c'est un peu un des points de vigilance. Euh, un autre point de vigilance, je l'entendais tout à l'heure en termes de social. On se retrouve avec des animaux qui sont dehors toute l'année, qui sont adaptés pour ça. Et en fait, on a une gestion, ils ne rentrent pas du tout non plus pour l'agnelage. Hein, donc, tout se fait en extérieur. C'est une conduite extensive sur des petites surfaces. Et du coup, les gens ne comprennent pas forcément le fait que les animaux soient parqués dans un petit espace, laissés dehors au cas de vent, voire quand il y a un peu de neige ou autre, et que principalement, c'est quand on a des agneaux, quand il y a des petits agneaux qui sont sous la pluie, sous la neige, ils sont résistants, il n'y a pas de souci là-dessus, mais les gens ont du mal à comprendre ça. Donc des fois, on est vigilant aussi où est-ce qu'on va les mettre. On refuse même à certains endroits de les mettre parce qu'on sait très bien que le téléphone va faire que de sonner et que ça sera pas. Il faudra les retirer et on arrête l'impression. Donc bon, on les cache pas, mais il faut quand même être vigilant, ne pas mettre ça le long du GR le plus fréquenté du coin parce que sinon, ça sera des coups de téléphone assurés et puis on va perdre tout le bénéfice de ce que tout le bénéfice social et d'image que l'on souhaite avoir pour ce type de pratique. Donc, ça, c'est ouais, l'autre point de vigilance, c'est écoutez, ça rejoint ce qui a été dit jusque-là. Nous, c'est la gestion des échappées. Donc, en fait, c'est un coup de téléphone à n'importe quel moment, pas du jour et de la nuit, mais en tout cas, des fois, c'est les gens qui vont faire leur petit tour le soir à 19-20 heures et puis qui voient des animaux sauvés. Donc, vous avez un coup de fil. Week-end, enfin voilà, c'est un peu le souci. C'est un peu le souci, surtout quand ça a été mis en place, c'était plutôt de se dire, bah voilà, on fait de l'éco-pâturage, on les met dehors et on a juste à mettre les clôtures et après, c'est terminé, ça nous rapporte et ça prend beaucoup moins de temps que des Îles-de-France qu'il faut nourrir et gérer. Pas forcément. Ça fait, faut pas se miroiter là-dessus. Ça prend du temps. C'est du temps décalé. Voilà, on sait qu'on n'a pas les alimenter le matin, mais à un moment, on aura peut-être 2 à 3 heures à aller récupérer tout le monde parce que c'est sauvé à droite à gauche. Il y a quelques soucis. Il y a passé un chien, comme je l'entendais tout à l'heure, et puis le chien court à côté des filets et les brebis courent à côté du chien, et puis le chien continue, il y a les filets et tout le monde est parti avec le troupeau est parti avec les filets et voilà, après il faut récupérer tout le monde. Euh, donc ça c'est un peu l'écueil aussi que l'on a sur cette pratique. Arnaud, Oui. Arnaud, je vais être obligé de t'interrompre. C'est Oui. frustrant pour tout le monde, j'en suis désolé. Mais on voit que le sujet est super intéressant. Puis, allez, on n'est que sur une première édition. On fera une réitération au pire. Pas de Alice souci. de Florac. Je te laisse la parole pour que tu puisses présenter ce Oui, que vous bon. faites, vous, autour de ça. Ouais, alors est-ce que vous m'entendez? On t'entend très très bien. Si tu peux allumer ta caméra Ah, ou comment ton partage d'écran, voilà ton support. Bon, j'ai mon... Ouais, Alors, je vous présente... Oui, je vous présente, nous, un projet qu'on aimerait monter à Florac en partenariat avec des EPL et qui est en réflexion, qui est vraiment à l'étape de début de réflexion. L'idée, ce serait de déposer un projet Erasmus d'ici mars 2025. Donc un projet sur la formation au pastoralisme. Donc, je vous présente ça.
globalement, nous, à l'Institut Agro-Florac, donc on est un établissement national d'appui à l'enseignement technique agricole, donc avec des missions d'accompagnement, enfin des actions d'accompagnement technique et pédagogique des lycées agricoles, des actions d'innovation pédagogique avec la création de ressources et de supports pédagogiques. Et puis, on peut favoriser la mise en place de partenariats, notamment européens. Donc nous, à Florac, on est dans une zone très pastorale. Donc de fait, on travaille depuis longtemps sur cette thématique à travers différents projets. Donc je vous en ai listé la plupart ici. Le programme Milou, voilà, qui était qui était un projet Live Plus d'échange de savoir sur la gestion des milieux ouverts pastoraux, avec la création d'une méthode de diagnostic éco-pastoral. Plus récemment, on a mis en place le programme européen Pastorea, qui était un échange sur la transmission des savoirs pastoraux entre l'Espagne, la France et la Slovénie. Donc l'idée, c'était de faire un état des lieux, un peu de la transmission des savoirs et notamment de la formation dans ces 3 pays. Et là, plus récemment, donc, il y a eu le projet Transmission pastorale et puis le projet PASTEC, qui sont 2 projets avec un gros volet développement de ressources pédagogiques sur le pastoralisme. Donc, transmission pastorale, c'était plutôt des vidéos. PASTEC, c'est toutes sortes de ressources pédagogiques voilà, qui sont mises à disposition de la formation et notamment des lycées agricoles. Et le dernier projet que je voulais vous présenter rapidement, c'est un CASDAR qui a été déposé là tout récemment et donc qui est en attente de financement, de validation là. S'il a lieu, il commencerait à la fin de l'année 2024. Et l'idée, c'est que c'est un CASDAR qui répond au volet pédagogique du plan de sauvegarde de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, donc qui embarquerait plutôt les écoles de bergers vachers. Donc il y en a 5 ou 6 en France aujourd'hui. Alors l'idée de ce projet Erasmus, là qu'on aimerait monter, c'est le contexte, c'est qu'on part du principe donc, que les systèmes d'élevage pastoraux peuvent rendre au territoire et aux écosystèmes des services agricoles et non agricoles, donc, comme on a vu. Et donc, on a certains territoires qui cherchent à redéployer des troupeaux pastoraux donc sur leur territoire. Et puis, d'un autre côté, on a aussi des fermes, y compris des fermes de lycées agricoles, qui se tournent vers des pratiques pastorales pour s'adapter au changement climatique, pour renforcer leur autonomie et pour être plus économes. Donc voilà, on a potentiellement une demande de formation sur cette thématique-là. Et par ailleurs, donc, ces systèmes pastoraux, ils évoluent donc par le contexte économique et social, le multi-usage comme on a vu, certains font face à de la prédation, des nouveaux espaces, donc on parlait de vitipastoralisme, de silvopastoralisme, qui sont des pratiques qu'il faut pouvoir accompagner. Et puis évidemment, adaptation au changement climatique, enjeux environnementaux, etc. Donc ils sont aussi des éléments à prendre dans la formation. Enfin, donc ces systèmes pastoraux font appel donc à des savoirs d'un côté scientifique, mais aussi des savoirs d'expérience qui sont des savoirs situés, incorporés, et donc qui nécessitent des approches un petit peu spécifiques. Donc les enjeux pour la formation agricole, donc c'est d'créer une diversité de modes d'élevage, c'est de donner à voir une diversité des modes d'élevage aux apprenants, donc dont le pastoralisme. Et donner à voir des systèmes d'élevage qui sont loin de ce qu'on a l'habitude, de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir à côté de chez soi. Et d'un autre côté, renforcer la formation au pastoralisme, au-delà aussi des formations uniquement pour les bergers vachers. Et donc, comme on l'a vu, le pastoralisme, ça permet de croiser à la fois des enjeux agricoles, environnementaux, d'aménagement. Donc, ça concerne voilà, à la fois les filières d'élevage, mais aussi les filières forestiers, BTS-GPN, les filières d'aménagement, etc. Enfin, voilà, l'idée de ce projet, c'est aussi donc d'actualiser et diversifier les supports et les outils pédagogiques, à la fois au regard de ces nouveaux enjeux,
et aussi au regard des nouvelles modalités de formation, et en particulier en lien avec toute l'innovation pédagogique qui a été créée ces derniers temps. Donc globalement, l'idée du projet, l'objectif, ce serait de faire évoluer l'enseignement du pastoralisme dans les formations agricoles à travers le développement d'approches pédagogiques innovantes. Donc, via en fait des échanges de pratiques entre formateurs. Alors, j'ai mis formateurs, mais il pourrait très bien y avoir aussi des DEA, en fait, toutes les équipes des lycées. En échange avec des formateurs d'autres pays, d'autres établissements, et puis interfilières. Il pourrait y avoir un volet aussi d'échange, de mobilité d'apprenants, donc voilà, pour ouvrir à la diversité. Ensuite, tout ça, voilà, oui, pour favoriser les échanges, les prises de recul, etc. Et ensuite, tout un volet développement de méthodes pédagogiques innovantes. Alors, développement à la fois tout en se basant un petit peu, déjà sur l'existant et sur ce qui est fait ailleurs. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font dans d'autres pays. Donc, il y aurait de l'adaptation, de la traduction, du développement de ressources pédagogiques. Et l'idée, c'est aussi de les mettre à disposition, donc à la fois des partenaires, mais aussi d'autres établissements en dehors du partenariat, et éventuellement aussi d'autres acteurs impliqués dans la formation. Voilà, et le dernier volet, donc valoriser les pratiques pastorales plus largement, en fait, pour favoriser leur enseignement et leur reconnaissance parmi les systèmes d'élevage. Donc concrètement, ce projet pour l'instant, il serait en partenariat avec EFA Galicia, qui est l'équivalent d'un lycée agricole en Espagne, en Galice, et qui voudrait créer un module sur le pastoralisme pour différentes filières, raison de la production animale, des forestiers, etc. En France, on est pour l'instant à l'Institut AgroFlorac, on pourrait être quelques EPL qui seraient intéressés à la fois pour monter en compétences ou bien développer leur apprentissage sur le pastoralisme, développer un module ou améliorer un module déjà existant, et puis éventuellement mettre en place des mobilités d'apprenants. Voilà, et après on aurait d'autres pays qui sont encore à définir aussi en fonction des thématiques, qui voudraient être creusées par les EPL, quoi. Si une des thématiques serait le sylvopastoralisme, on pourrait chercher des pays qui pratiquent déjà ça, quoi, qui sont déjà dans cette thématique. Voilà, enfin, j'ai oublié de le dire, mais voilà, ce serait aussi en lien avec des instituts techniques, des centres de recherche, etc. En France, on est en lien avec l'UMT Pasto, donc avec l'INRAE, l'Institut de l'élevage et puis l'Institut Agro-Montpellier. Ok. Merci Alice. Désolé, je te coupe la parole parce qu'on avait dit jusqu'à 30. Il y a Franck qui a dû nous quitter. On a bien compris, c'est un appel à candidature, en fait, que tu fais aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai mis les contacts là, et donc voilà. pour les EPL intéressés, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, et puis je vous donne plus d'informations par la suite. Super. Merci. Florac fait aussi d'autres choses, et notamment, on va passer très rapidement dessus, on vous enverra par mail les informations, organise le concours Jeunes Jurés des pratiques agroécologiques, prairies et parcours. Un concours qui a pour objet de départager des jurys élèves qui vont noter, Alice, tu peux départager ton écran, qui vont noter des parcelles et des prairies. C'est un concours qui a lieu sur 2 années scolaires. Florac accompagne à la formation des enseignants. C'est des chouettes séquences pédagogiques, c'est des chouettes moments avec les élèves. Les classes lauréates vont se faire décerner après le prix au salon d'agriculture. On vous enverra par mail les contacts. C'est Armel Tourner qui anime et qui organise ça pour l'enseignement agricole. Il existe aussi ça sur les haies, et c'est Inès qui organise ça à la Bergerie nationale. On passe très très vite dessus parce si on veut garder 3 minutes pour les questions. Donc du coup, dans les quelques participants, est-ce qu'il y a des questions à nos 3, maintenant plus que 2 interlocuteurs? Les questions pour Franck, ce sera un peu plus compliqué. Il vient de lâchement nous quitter. Donc est-ce que
du côté de l'Assemblée de Florac, vous avez des questions? Ah, on voit quelqu'un qui se déplace. J'imagine qu'on a une question, voire deux. Deux personnes se déplacent. Non, C'est des réponses courtes. On vous On a- entend. Ah, vous nous entendez? Oui, Très bien. salut. Je voulais juste savoir, Alice, du coup, Chazal, c'est d'où tu viens, c'est quoi ton parcours pour apprécier et peut-être être passionné par ce système d'élevage? Passionné, non, je ne pense pas. Parcours, que dire? Parcours, je ne sais pas. Moi, je suis un pur produit de l'enseignement agricole. J'ai fait bac BTS licence pro dans ces secteurs-là et j'ai commencé à travailler. Donc, je suis issue du Massif central aussi, de Clermont-Ferrand. J'ai toujours baigné en chaîne des puits. Mon premier poste étant à Saint-Flour dans le Cantal, j'ai choisi en fait le poste de DEA de Rochefort, en partie parce qu'il y avait des moutons de race Rava et parce qu'il y avait ce pastoralisme. Et c'est plutôt cette envie de bon, on va dire d'idéal hein, que représente le pastoralisme à la base qui nous pousse à aimer, à apprécier, puis à connaître et à comprendre de plus en plus ce milieu-là. Donc, bah, voilà, de par les brebis, de par l'envie d'aller les voir en chaîne des puits, de se promener, ben, est né l'attrait hein, pour ce pastoralisme. J'ai eu la chance de participer à Pastorea, dont parlait Alice Garnier, et d'aller voir les pratiques pastorales en Slovénie aussi il y a 2 ans. Donc, ça permet d'étoffer un petit peu ces réflexions-là. Et moi, d'un point de vue personnel, je suis à côté plutôt dans tout ce qui est multage, donc approvisionnement des estives avec les chevaux. Donc, c'est des problématiques qui m'intéressent d'un point de vue professionnel et personnel. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Merci Alice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une, vous m'entendez? Oui. C'était pour toi, Arnaud. Est-ce que tu as des retours sur du pâturage dans les vignes? Est-ce qu'il y a des gens qui te font des retours sur l'impact ou les effets du troupeau? Parce qu'on a compris que c'était pour verdir, mais nous, on le pratique un peu aussi ici et on voit des changements. Donc, je me demandais si toi, c'était quelque chose donc, comme tu n'en as pas trop parlé, si tu avais vu des modifications sur les parcelles. Alors, des modifications dans le temps, non, parce qu'en fait, on revient pas forcément tout le temps sur les parcelles et puis on n'a pas un retour non plus de nombreuses années. Par contre, ce qui est bénéfique pour les viticulteurs derrière, c'est que comme on fait pâturer sur la période hivernale, et en fait, la pousse d'herbe redémarre beaucoup plus tard. Et donc, ils ont beaucoup plus de temps derrière pour soit travailler le sol, soit traiter selon les pratiques qu'ils mettent en place. Parce qu'il y a eu le piétinement des animaux, comme on fait un peu du surpâturage. Donc ça, ils apprécient le fait de, contrairement à s'ils faisaient un débroussaillage ou autre pendant l'hiver ou même à l'entrée à l'automne, le fait d'avoir un peu plus de temps derrière pour gérer l'enherbement. Après, plus d'autres conséquences, on va dire agronomiques ou bénéfiques sur les vignes, non. Il faudrait pouvoir le faire sur plusieurs années et puis avec un peu un mode d'expérimentation pour le voir. Est-ce qu'il y a une question ultime? Cédric, je ne sais pas si tu... Et après, Sophie, on laissera Sophie. Non, mais bon, chaque DEA a eu sa question. Désolé, on a un peu explosé le temps. On voit bien, c'est mon sujet qui passionne, qui intéresse. Juste une dernière chose pour que ce soit enregistré. Donc, Florac a pour objet d'organiser donc une formation in situ sur la page d'école de la Contamine-sur-Arve pour faire vivre un petit peu en partie ce groupe pastoralisme qui est tout doucement en train de se monter. D'une autre part, vous initier un peu à l'analyse des espaces pastoraux, voir les dynamiques d'embroussaillement, comment les évaluer. Plus d'infos en contactant moi, Emmanuel ou Armel Tourner à Florac. En tout cas, voilà, et je vais laisser notre grande organisatrice conclure. Merci Cédric. Donc, en tout cas, moi, je tiens à remercier Emmanuel, Cédric
leurs interventions et la préparation du webinaire. Arnaud, Franck et Alice également pour leur participation et leur témoignage. Merci aussi à Florac pour votre intervention. Ça va donc clôturer ce nouveau webinaire. On aura un nouveau rendez-vous donc le 14 juin autour de la thématique du travail du sol sans glyphosate, donc les thématiques ACS, TCS, avec la présentation du groupe de travail qui s'est monté, les résultats d'enquête qui s'est déroulé auprès des directeurs d'exploitation, et puis également un retour en fait sur les visites qui ont été faites là dans le sud-ouest, sur 2 exploitations hors enseignement agricole qui sont en agriculture biologique avec conservation des sols. Voilà, il y aura un retour sur ces 2 visites qui sera fait et donc ça, ce sera le 14 juin pour aussi motiver nos directeurs de l'enseignement agricole pour aller vers ces techniques et voir comment est-ce que Rhizothem, la bergerie, Florac, tout ce dispositif d'appui peut accompagner les établissements et les exploitations pour aller vers ces systèmes. Voilà, donc ça, ce sera le rendez-vous du 14 juin. Bien, merci à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.